Merci de votre présence. Je pense pouvoir dire que nous nous retrouvons aujourd'hui avec Olivier Véran avec un même sentiment, au-delà du plaisir que nous avons à nous retrouver entre camarades de l'Assemblée nationale au parcours bien souvent partagé. Un léger sentiment de frustration, évidemment, à se dire qu'il nous faut chacun quitter un ministère où nous commencions à peine à prendre nos marques. Et surtout, au-delà de nos marques, prendre la mesure de l'immense tâche à accomplir, mais aussi, je crois, un sentiment de satisfaction, de fierté partagée à considérer l'honneur qui nous est encore fait aujourd'hui par le président de la République, mais aussi par la première ministre, qui ont considéré que nous avions, semble-t-il, encore quelques grandes tâches à accomplir ailleurs, mais toujours ensemble. Parce que c'est ça, la politique. Un jour, qui me rappelle à un jour très proche, on prépare le compte-rendu du Conseil des ministres en tant que porte-parole, en demandant au ministre de l'économie ce qu'il a prévu pour les entreprises, et puis on se retrouve le lendemain à ce Conseil des ministres en tant que ministre des entreprises. Ça peut paraître difficile, mais nous avons de nombreux points communs avec Olivier Véran, et notamment celui de faire de la politique par passion, par engagement, et non pas parce que ça serait facile. On fait de la politique, je crois, tous les deux, parce que c'est difficile. Et tous les deux, nous partageons ce goût de l'exigence au service des Français, et je dirais surtout dans des moments difficiles. Moments difficiles qui peuvent l'être pour les gens. Je ne t'apprends rien, toi qui as été pendant plus de 2 ans un grand ministre de la Santé, 2 ans durant une période exceptionnelle de pandémie. Difficile aussi pour les entreprises, et c'est bien pour cela que la Première ministre m'a demandé de revenir à Bercy. La difficulté, cher Olivier, je sais que tu la cherchais encore aux relations avec le Parlement. Mais compte sur moi, je t'en ai laissé un petit peu ici. Tu trouveras ici, à ce porte-parole-là, tout en parfait état de marche, c'est important. Nous avons établi d'excellentes relations de voisinage avec notre ami Stanislas Guerini. Le store est réparé. Le jardin est en très bel état, prêt à recevoir, les fleurs sont plantées, et le plus important, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est que notre coq, Doudou, est en pleine forme. Je pense que c'est important de le partager, c'est un peu une mascotte dans ce porte-parole-là, et je sais, j'en ai parlé avec Doudou ce matin, le coq, que tu sauras te préoccuper de lui. Il est assez bavard, assez bruyant, donc je te conseille d'établir d'excellentes relations dès le démarrage. Mais ça n'est pas à moi. Ça n'est pas moi qu'il faut remercier pour cela, pour l'excellent fonctionnement de ce fantastique endroit, cet hôtel de Rothelin-Charolais, qui est composé de personnalités incroyablement engagées, à tous les niveaux, à tous les étages, et je sais qu'elles et ils nous regardent aujourd'hui. Je veux sincèrement les remercier pour leur gentillesse, pour leur excellence, pour leur disponibilité au service de la mission du porte-parole. La difficulté, oui, tu la trouveras plutôt dehors, dans un monde ultra médiatique, que tu connais bien, où l'on demande aux responsables politiques d'avoir une parole à la fois franche, mais policée, simple, mais pas simpliste, authentique, mais néanmoins corrigée. En un peu plus d'1 mois, je n'aurais certainement pas eu le temps de mettre en pratique toutes les bonnes ou d'ailleurs mauvaises idées que j'avais sur le sujet, mais j'ai incontestablement rencontré chez les journalistes, que je tiens également à saluer sincèrement, une véritable attente sur ce sujet et sur cette mission de porte-parole du gouvernement. Je crois profondément que les histoires politiciennes n'intéressent pas grand monde, et je pense tout aussi sincèrement qu'il y a une immense envie de décryptage, de décodage chez les Françaises, chez les Français, tu le sais comme moi, mais aussi auprès des journalistes et chez les politiques, une envie tout aussi légitime que tu porteras de donner un nouveau souffle, un nouvel élan à la pratique démocratique qui s'essouffle. Et je sais combien c'est un sujet de préoccupation que nous partageons et sur lequel tu sauras agir. Je ne serai pas très longue, cher Olivier. Tu sais l'amitié que je te porte. Ton parler vrai a été remarqué durant la crise. Et je vois donc dans ta nomination une forme de continuité avec la parole que j'ai brièvement, modestement, tenté d'insuffler depuis ce ministère. Une parole sincère, une parole fréquente. Je ne serai donc pas plus longue, sans quoi on finira par dire que j'ai passé plus de temps ici à faire des discours de passation que des comptes rendus de Conseil des ministres, ce qui serait dommage.
Je te souhaite avec toute ma sincérité et mon amitié le meilleur à ce poste et rassure-toi, je quitte le porte-parole sans quitter ses principes, je sais que tu les préserveras. Je change de rive, mais je reste dans les parages. Je pars, mais je ne t'abandonnerai jamais. Nous ne serons pas trop de deux, voire plus, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui sont devant nous, je l'espère dans les années à venir, à défendre la cohérence, l'engagement, l'action de ce gouvernement, à présenter, à expliquer toujours plus le pourquoi de nos réformes et la complexité du monde dans lequel nous sommes. Tu pourras, en tous les cas, comme ça a toujours été le cas, c'est l'émotion depuis maintenant plusieurs années, depuis même avant 2017, tu le sais comme moi, nous étions engagés ensemble. Tu pourras toujours compter sur moi pour continuer à tes côtés à exprimer la parole du gouvernement auprès des entreprises, auprès des indépendants et auprès des Français. Quitte à me répéter, je te souhaite le meilleur et je sais combien tu en es capable. Et un bisou. Madame la ministre, chère Olivia, mesdames et messieurs, tout d'abord, je souhaite évidemment m'adresser à toi, chère Olivia, te remercier pour les mots que tu as eus à mon égard. C'est vrai que des bancs de l'Assemblée aux fonctions de ministre, de l'entrepreneuriat social et solidaire aux fonctions de porte-parole du gouvernement, tu as témoigné d'un engagement irréprochable. Tu quittes le porte-parole du gouvernement pour des sujets tout aussi centraux pour notre pays, puisqu'on va parler de PME, de tourisme, d'artisanat, et tu vas prendre à toi toute seule les fonctions qu'occupaient jusqu'à présent plusieurs ministres réunis. Le tissu entrepreneurial français est un des cœurs battants de la France et Bercy a la chance de te voir rejoindre ses rangs. Le contexte politique que nous connaissons appelle plus que jamais à la transparence, au dialogue et au renouveau démocratique. Nous en sommes les témoins et nous en serons les artisans, car nous avons tant à faire pour rebâtir et retrouver la confiance. En effet, les Français, ils aiment la politique. Ils aiment d'ailleurs débattre de politique, mais ils aiment beaucoup moins quand nous en faisons. Et donc, il faut qu'on puisse se poser sans tabou la bonne question. Pourquoi une telle défiance? Pourquoi ce sentiment de déconnexion? Quand j'étais député et que je gardais quelques consultations en neurologie au CHU de Grenoble, il n'était pas rare qu'à la fin de la consultation, un patient avec qui j'avais des bonnes relations vienne me trouver en me disant « Écoutez, docteur, vous étiez si sympa, pourquoi vous êtes devenu politique ?» Pourquoi est-ce que, lorsque j'ai la blouse blanche, 85% des Français me font a priori confiance? Et pourquoi, quand je l'enlève pour porter l'écharpe tricolore, c'est 12%, c'est-à-dire presque la moyenne, quand on ajoute les deux, seulement qui nous font confiance? On est les mêmes, quelle que soit la mission et la fonction. Et donc, ce sentiment de déconnexion, il faut pouvoir l'aborder avec transparence. Notre mission, notre responsabilité, c'est de rendre audible notre action. C'est d'être capable de parler à hauteur d'homme, de rendre l'action du gouvernement à la portée de toutes et tous. Nul ne gagne à l'opacité et encore moins la démocratie. Fidèle aux engagements pris avec les Français, fidèle à la ligne que je me suis fixée jusqu'alors, j'ai à cœur de parler vrai, de parler juste, au strict service des Françaises et des Français. Et là encore, je fais une petite incise. Nous avons vécu une campagne, toi et moi. Nous sommes allés à la rencontre des Français. Vous savez, ce qui est très marquant dans une campagne, quand on commence à parler avec des gens, parce qu'ils aiment nous parler, c'est qu'ils nous disent, on va citer un exemple, vous en faites pas assez pour l'écologie, c'est pour ça que je voterai pas pour vous. Et là, on commence à discuter avec eux. Est-ce que vous savez que la France est le premier pays à s'être fixé l'objectif de neutralité carbone? Est-ce que vous savez que la France est l'un des tout premiers pays au monde à avoir supprimé les plastiques à usage unique? Est-ce que vous savez que dans le programme d'Emmanuel Macron, on va multiplier par 10 la puissance solaire? C'est énorme. Qu'on va construire 50 parcs éoliens en mer. Qu'on est totalement engagé dans la transition énergétique. Et vous savez quelle réponse on nous fait quand on est en campagne? Pourquoi vous ne le dites pas? Pourquoi vous ne le dites pas? Pourquoi on ne le sait pas? Et c'est toute la difficulté de l'exercice. La confiance qui m'est accordée par le président de la République, Emmanuel Macron, par la première ministre, Elisabeth Borne, évidemment m'honore et m'oblige en tout point. Un mot me revient sans cesse face à vous, celui de l'espoir. Ce cap fut le nôtre au plus fort de la crise sanitaire. Il demeurera le mien dans mes prochaines fonctions. L'espoir dans le renouveau démocratique, dans le rebond citoyen, espoir dans les Françaises et les Français, leur goût pour le débat, espoir car le travail, l'écoute, le dialogue seront nos seuls horizons.
Les chantiers sont nombreux, ils sont de taille. Je citais la transition écologique, j'aurais pu parler du renouveau des institutions, de la réforme de l'école, de la reprise épidémique. Nous n'avons donc pas une seconde à attendre avant de nous mettre à la tâche. Et dans le cadre de mes fonctions, j'accompagnerai chaque transition dont notre pays a besoin. Ensemble, il nous faudra donner corps à la nouvelle méthode défendue par le président de la République, donner vie au grand renouveau démocratique. Les grands débats sur l'école, sur la santé, sur les institutions, les débats à venir sur la fin de vie, sur les sujets sociétaux, en seront des temps forts. Mais au-delà, chaque jour, sur chaque texte, il nous faudra constamment aller à la recherche de majorités, non seulement avec les parlementaires, mais aussi avec une majorité de Français pour construire avec vous et avec nous. Au-delà des mots de renouveau démocratique, c'est l'acte fort de ce quinquennat, associer, consulter, concerter pour agir mieux, agir avec plus de justice, agir pour et avec. La démocratie ne vivra plus seulement lors des grands scrutins électoraux. Je souhaite que l'exigence du dialogue et du consensus puisse irriguer l'ensemble de ces quinquennats. Autrement dit, au-delà de mes fonctions désormais de porte-parole de l'action du gouvernement, je veux être le porte-voix des Français. Enfin, je finirai par là, mes prédécesseurs le savent parfaitement, Gabriel évidemment, Olivia. Un porte-parole, c'est une relation étroite avec les journalistes. Et je souhaite avoir un mot pour celles et ceux qui travaillent chaque jour pour informer les Françaises et les Français, et parfois, nous l'avons vu dans une période récente, hélas, au péril de leur vie. Je serai résolument ce relais d'une information fiable, accessible, au service de la démocratie, au service de notre pays. Je vous remercie. Merci à tous.